Quitter son pays pour un autre, atteindre de nouveaux continents, traverser les océans. Depuis qu'il sait se tenir sur ses deux jambes, l'homme a toujours bougé, migré. Et aujourd'hui, qui sont ces humains qui quittent leur pays? Combien sont-ils? Un chiffre? Entre 1900 et 1910, les migrants représentaient 5,4% de la population mondiale, contre seulement 3,5% aujourd'hui. Pas de quoi parler d'explosion migratoire ou de menace, donc. Tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça? Les migrations, c'est pas nouveau. Au 19e, avec l'industrialisation et l'apparition des transports modernes, elles représentent la même proportion qu'aujourd'hui, 3,5%. Les pays d'où on parle le plus sont alors ceux d'Europe, du Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, la Russie et le Japon. Entre 1900 et 1910, ces mouvements de population connaissent un vrai boom avec la mondialisation industrielle. Puis, les flux se stabilisent. Aujourd'hui, on continue de quitter sa maison pour les mêmes raisons. Par choix, par intérêt ou pour une vie plus agréable, c'est la migration volontaire. Ou par nécessité, pour fuir une famine, une guerre, des persécutions ou des conditions de vie devenues intenables. C'est la migration contrainte. Avec la mondialisation, ces migrations se sont étendues à tous les pays. Illisible, non? En faisant un peu de ménage, on y voit plus clair. Si on s'intéresse à l'origine des migrants, l'Asie arrive loin en tête, suivie de l'Europe. L'Afrique étant le continent depuis lequel on migre le moins après l'Océanie. Et les migrations à l'intérieur d'un même continent sont plus nombreuses que celles qui vont d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, ces migrations font l'objet de vives critiques. Pourtant, elles présentent des avantages, pour les pays d'accueil comme pour les pays d'origine. Un exemple, le Sénégal. Sa localisation et sa relative stabilité en font un vrai carrefour. C'est une terre d'immigration qui accueille les populations de pays voisins comme la Guinée, le Mali, la Gambie ou la Guinée-Bissau. À elle seule, elle représente 66% des étrangers du pays. C'est également une terre d'émigration, dont on part pour rejoindre des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, mais que l'on quitte aussi pour les pays de l'Ouest africain et d'Afrique du Nord. Une fois loin, ils continuent d'aider les familles qui sont restées. Leur transfert de fonds constitue ainsi 13,5% du PIB national. Quant aux populations qui s'installent au Sénégal, elles contribuent également au développement et à la vitalité du pays, en assurant un brassage culturel et en participant aux activités commerciales et productives. La migration est un phénomène banal qui accompagne l'évolution du monde. Ici, elle prend part au développement des pays qui accueillent et de ceux que l'on quitte. Là, elle compense le vieillissement d'une population en perte de vitesse. Et partout, elle enrichit les civilisations, comme elle l'a toujours fait. La première des raisons, c'est la nécessité, la peur. Fuir la guerre, les persécutions, les massacres, la torture, c'est-à-dire toute forme d'insécurité physique. Deuxième facteur de migration qu'on peut rattacher à l'insécurité, la pauvreté ou la précarité. Cette pauvreté fabrique bien logiquement ce qu'on appelle des réservoirs migratoires, comme en République démocratique du Congo, au Bangladesh ou aux Philippines. Et derrière ces chiffres, il y a l'absence de travail, de logement, pas assez à manger, la maladie, sans sécurité sociale, c'est-à-dire autant de mobiles tout à fait vitaux qui poussent les membres les plus solides de la communauté à aller chercher ailleurs les moyens de faire vivre leur entourage. Et ces migrants vont d'abord vers les zones économiquement les plus dynamiques, c'est-à-dire les grandes villes ou les pays voisins, comme les migrants du Zimbabwe ou du Lesotho vers l'Afrique du Sud, les Bangladeshis vers l'Inde ou les Colombiens vers le Venezuela. Et puis d'autres, un peu plus riches, bien moins nombreux, plus jeunes, plus prêts à tout, tentent leur chance plus loin encore et parfois clandestinement. Regardons les principales routes migratoires clandestines qui convergent vers l'Europe. Mais pour ces migrants venus de Chine, du sous-continent indien ou du continent africain,
il faut faire appel à des réseaux clandestins, car les frontières de l'Union européenne sont de plus en plus étanches. Le parcours est de plus en plus long, coûteux, dangereux, au point que de nombreux émigrants s'arrêtent en chemin dans des pays d'étape, qui deviennent alors pays d'accueil. Et pour le tout petit nombre de migrants qui parvient à rejoindre l'Europe, l'histoire se poursuit alors dans la clandestinité, à Paris, Berlin ou Londres, où souvent ils effectuent des travaux difficiles, peu qualifiés, mal payés, dans les restaurants, les sociétés de ménage ou le bâtiment, et tout cela souvent au noir. Donc d'un côté, attention à ce qui, en fait, favorise la clandestinité, mais en même temps, méfions-nous des généralisations, car on trouve de plus en plus de migrants issus des classes moyennes, diplômés et parfois même très qualifiés. Car il y a d'autres raisons de migrer, comme les diplômes, la qualification sous-employée. Cette carte montre les pays dont plus de 30% des médecins sont partis, comme en Somalie ou en Papouasie. 63% des médecins angolais ont quitté leur pays et tous s'expatrient vers les pays de l'OCDE. Car pour eux, il ne s'agit pas forcément de chômage ou de pauvreté, mais de conditions de travail, de niveau de revenu, de perspectives professionnelles, en rapport avec une formation qui, en plus, a été financée par leur propre pays. Eh bien, on trouve ce type de migrants aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ils sont par exemple informaticiens indiens en Allemagne, allemands en Californie, des infirmières philippines au Royaume-Uni ou anglaises aux États-Unis, ou bien encore des ingénieurs algériens en France ou français dans les États du Golfe. Autre facteur migratoire, les diasporas, car elles tissent des réseaux communautaires actifs, fortement intégrés, économiquement organisés, qui stimulent les mouvements migratoires au sein de ces communautés. La diaspora libanaise, chinoise, indienne un peu partout dans le monde, diaspora marocaine très implantée en Europe, diaspora philippine qui est un gros réservoir de main-d'œuvre mondiale sur les deux continents, et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que d'un pays à l'autre, ces diasporas créent en somme un petit peu de solidarité. Aux personnes déplacées par les violences politiques s'ajoutent désormais des réfugiés dont le nombre va augmenter dans les années à venir, ceux qui vont fuir le changement climatique. D'après les Nations Unies, il pourrait être quelques 200 millions d'ici 2050, soit une quarantaine d'années. Ils viennent déjà des Tuvalu, de Polynésie, de Calédonie, bientôt des Maldives ou des Bahamas. Ils viendront aussi de zones de delta, comme celui du Gange, dont près de 60 millions de personnes devraient partir si la mer montait d'1 mètre, ou bien encore le delta du Nil, qui est évidemment tout à fait central à la stabilité d'un État comme l'Égypte.